session de l'après-midi dans laquelle nous allons parler tourisme. Je m'appelle Omar-Pierre Soubra, je vais me présenter rapidement parce que je peux parler pendant des heures de ce que je fais parce que je suis passionné. J'habite au Colorado depuis 18 ans. J'ai travaillé dans la tech pendant presque 25 ans et maintenant je fais des charcuteries à base de plantes. Viendrez me voir à la pause et on en discutera, ça sera avec grand plaisir. Je suis ravi d'animer cette session sur le tourisme, le data et mobilité, les voyageurs et acteurs du changement. Pour plusieurs raisons, j'ai été le président de la chambre de commerce franco-américaine du Colorado pendant presque 11 ans. Et donc, on a accueilli et promu le Colorado. Donc, je suis passionné de la promotion des territoires, de comment on passe des vacances. On a en plus des jolies régions à vendre et j'adore venir ici à Toulouse. Pour ceci, aujourd'hui, donc, je suis accompagné de Manuel Mirabel. Donc, Manuel, si tu veux bien te présenter ce que tu fais chez C'est Ouvert. Oui, bonjour à tous. Je suis le gérant fondateur de la structure C'est Ouvert et d'autres structures qui tournent autour. Et notre métier essentiel, c'est de la distribution et de la vente en ligne dans le domaine du camping. Et on a 4000 clients sur 12 pays européens. Voilà. Et on pèse pour à peu près 1 200 000 réservations sur la saison 2022. Et on est leader sur notre marché, implanté à Toulouse, à Compense. Donc l'hôtellerie de plein air. Pour nous accompagner. L'hôtellerie de plein air. Génial. François, est-ce que tu veux te présenter avec la société Concept Séjour ? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis dans le tourisme depuis 25 ans. Je suis basé en montagne, dans la petite station de ski du Mourtis, avec, on va dire, 2 métiers principaux qui sont l'hébergement et la restauration d'un côté, et de l'autre côté, location de ski, location de vélo et activités de montagne. On a intégré un petit peu, je dirais, ces 2 activités pour nos clients. Concept Séjour étant l'activité commerciale pour vendre nos séjours sur cette destination. Super. Et donc en visio avec nous, sur grand écran qui prend beaucoup de place là-haut, on voit Daniel. Daniel, est-ce que tu veux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour à tout le monde. Donc Daniel Aubaré, moi je suis directeur marketing et relations voyageurs pour SNCF Voyageurs Occitanie. Comme toi Omar, moi j'ai une passion, je suis tombé dans le transport public par hasard en 88 et j'y suis depuis. Mon quotidien, il est très simple. La présidente Carole Delga nous a fixé un objectif de 100 000 voyageurs jour. Aujourd'hui, nous sommes sur 66 000. Et évidemment, mon job, c'est d'aller au plus vite pour pouvoir justement faire changer les habitudes de mobilité, et tout particulièrement en lien avec les gros enjeux liés à la mobilité touristique. Bon, super, merci. Je pense qu'on a des profils très différents et on va essayer d'interagir, de débattre. On a quelques questions de prévues, mais on va avancer sur les différents sujets. Alors, comme on parle de tourisme et data, la première question va être autour que veut dire pour vous cette mobilité douce et durable combinée avec la donnée, avec la data ? Donc, on va peut-être commencer par Daniel, qui a peut-être beaucoup de données à utiliser justement pour faire grandir ses visiteurs et changer ses mobilités. Oui, tout à fait. Merci Omar. Alors, moi, j'allais dire à ta première question, si tu veux me dire, mais ça veut dire quoi la mobilité douce et durable combinée avec de la data ? J'ai envie de dire, c'est du train, c'est lié au train. Puisque nous, globalement, aujourd'hui, dans les crises successives que nous traversons, on sait très bien aujourd'hui que le train est une vraie alternative au bilan carbone positif. Et quelque part, cette mobilité durable, elle s'associe très facilement au train. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, alors j'ai un retour qui est très désagréable. J'ai un écho, je ne sais pas vous, mais on va faire avec. Donc, l'idée, c'est que la façon dont on aborde la problématique de la data, on peut voir ça sous 2 angles. Le vrai sujet, c'est on débat souvent de la donnée et à quoi elle sert et surtout est-ce qu'on protège la data par rapport à ça. Nous, aujourd'hui, on est en train vraiment de se dire la data doit être vraiment au service du voyageur. Donc, aujourd'hui, il y a 2 actualités majeures, pouvoir d'achat, le coût. Et deuxième élément, ça chauffe et comment on fait changer les habitudes de mobilité et donc comment, on peut se déplacer d'un point de vue touristique et par ailleurs le faire, dans un mode beaucoup plus propre, en l'occurrence le train. Et cela fait maintenant plus d'1 an que la région Occitanie nous a lancé le challenge d'aller réinventer un petit peu la façon de se déplacer et donc de voyager avec une solution digitale qui aujourd'hui a plus d'1 an, s'appelle Plus égale 0, qui est une solution qui fonctionne sur le principe de la géolocalisation.
Alors, qui dit géolocalisation, hein, je vous rassure tout de suite, hein, la géolocalisation, c'est première règle absolue, c'est respect de vos données. Et le but du jeu, c'est en quoi ces nouveaux usages et cette façon de consommer de la mobilité va permettre de pouvoir développer cette mobilité. Donc, ça a été fait avec plus égale 0. Le principe, c'est un glisser start et un glisser stop. C'est je n'ai plus besoin de rentrer ma garde montée, je n'ai plus besoin de monter ma garde descente. Je peux tout de suite être reconnu en fonction de ma mobilité. Je suis sûr et j'ai la garantie de disposer du meilleur tarif, puisque automatiquement le dispositif va vous proposer en fonction de votre profil. Si vous êtes jeune, moins de 26 ans, vous avez une tarification spéciale. On vient de lancer là au mois de septembre un dispositif également qui s'adresse aux plus de 60 ans, qui s'appelle plus égale moins. Et c'est un système qui est vertueux. Alors pourquoi il est vertueux? D'abord parce qu'il intègre désormais dans la mobilité un nouveau paramètre qui est de dire plus je voyage, moins je paye. Et aujourd'hui, vous achetez en avance avec des règles de tarification qui ne sont pas toujours simples à pouvoir comprendre et à pouvoir acquérir. Là, on a innové dans les deux axes en disant les jeunes, ils peuvent aller jusqu'à la gratuité à l'usage. Pour les seniors, c'est pareil. Le premier trajet, il est à moins 10%. Le second, il est à moins 20%. On va jusqu'à moins 50%. Tous les 20 trajets, vous gagnez un trajet supplémentaire. Donc là, on met un exergue quoi? On met un exergue le fait que la donnée que vous utilisez dans le cadre de votre mobilité vous est profitable. Donc, retour immédiat pour le voyageur, c'est, regardez, vous faites le choix d'une mobilité douce, vous faites le choix de voyager souvent en ligne au train, vous êtes récompensé. Vous êtes récompensé par quoi? Par de la cagnotte mobilité. Deuxième source également de data, c'est qu'avec ce genre de dispositif-là, ça nous permet, nous, d'avoir une vraie visibilité aujourd'hui de l'usage, des comportements, et on voit bien qu'avec les crises successives que nous traversons, les comportements changent vite, et il faut qu'on soit capable, nous, en tant qu'opérateurs ferroviaires, de pouvoir s'adapter. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans cette démarche. Alors, je vais laisser la parole à mes collègues aussi pour pouvoir y revenir, mais c'est vraiment chaque fois de valoriser cette donnée-là. Et dans les premiers exemples que je peux citer, c'est ce gain immédiat de l'utilisation d'une approche numérique et d'une utilisation de la data. Profite à qui? Elle profite aux citoyens, elle profite aux voyageurs. Et aujourd'hui, sur Plus égale 0, qui va fêter ses 1 an d'anniversaire à la fin du mois, on a déjà plus de 44 000 jeunes en Occitanie qui ont fait le choix de ce mode de déplacement. Et à titre d'exemple, il y a eu la tarification 1 euro qui a été largement mise en place cet été pour inciter la mobilité touristique. Évidemment que c'est embarqué dans le dispositif Plus égale 0. Et là aussi, deuxième chiffre à vous partager sur cette tarification incitative, c'est plus de 1 million de billets 1 euro qui viennent d'être achetés par des voyageurs entre le 1er juin 2022 et le 30 septembre 2022. Ah bah super, et là on a des beaux exemples de l'utilisation de ces données pour adapter les mobilités aux personnes en fonction de leur utilité et de leur utilisation des services de train. François, quand on est en montagne et qu'on offre ce genre de service, comment est-ce qu'on utilise la data ? Je vais séparer dans un premier temps la mobilité douce et la data. D'accord. Et la mobilité douce, je la vois sur deux plans. Je la vois pour accéder à son lieu de destination. Et donc forcément la montagne, c'est tout de suite un peu plus compliqué, surtout si on veut une mobilité douce, train, navette, le dernier kilomètre. Donc ça, c'est des choses auxquelles on essaye de mettre des choses en place. Je vais pouvoir le développer après. Et la deuxième partie, c'est sur le temps de ses vacances, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pour être dans un cadre de mobilité douce et de développement durable. Et là, le vélo est une très très bonne réponse. Et y compris nous à la montagne, où on a déjà une offre, on va dire, de vélo plutôt sportif. Aujourd'hui, on essaye de s'orienter pour sortir un petit peu de la montagne, utiliser la vallée de la Garonne et proposer de l'itinérance douce avec un certain nombre de services. Et donc, à ce moment-là, nos clients nous échappent, on va dire, le temps de l'activité. Et donc, on a besoin de data à notre disposition pour animer ce temps de vacances. D'accord. Bon, alors on va en savoir un petit peu plus après. Manuel, alors je sais qu'il n'y a pas de data directement sur la mobilité douce que tu extrais des informations que tu as, mais avec tous ces services pour l'hôtellerie de plein air, qu'est-ce que tu peux nous dire de la data ou de l'attente de tes clients en tout cas ? Alors, il est vrai que sur la mobilité douce en termes d'accès, la filière camping, elle génère des transports qui sont beaucoup plus lointains, à l'exception de la basse saison éventuellement. Donc, ce n'est pas vraiment un domaine où je vais pouvoir développer et dire des choses qui sont extrêmement pertinentes. On va dire que j'ai même zéro compétence sur le sujet.
à l'exception de la même constatation, c'est-à-dire que sur place, il y a de la mobilité douce, non pas en trajet d'accès, mais en termes de loisirs, et c'est exactement les mêmes éléments et les mêmes éléments clés à développer, mais qui ne sont pas de mon ressort. En termes de data, par contre, les comportements qui se passent en séjour sont extrêmement intéressants parce que c'est aussi des éléments qu'on utilise. Et si on est capable de les réintégrer, c'est des éléments qu'on utilise en matière de CRM. Quand on sait qu'au travers d'une appli de séjour, on a tel ou tel applicatif, tel ou tel loisir, tel ou tel mode de transport qui peut être utilisé, c'est aussi un moyen de recommuniquer pour faire de ce prospect pour l'année prochaine un client fidèle. Et du coup, on a des moyens iconographiques pour le replonger dans l'univers dans lequel il a pu passer son séjour de l'année précédente. Donc cette data-là, elle n'est pas dans le process qu'on peut mener au niveau d'un hébergeur, elle n'est pas parfaitement constitutive de la réflexion pendant le séjour, mais par contre, elle permet de travailler la fidélité. Donc c'est le seul point sur lequel moi je peux intervenir, puisqu'on agrège de la data de séjour pour l'intégrer dans une mécanique de CRM. Voilà. Et après, sur la data, alors mais je change de question. Sur la data, écoute, tu peux faire mon travail, je vais aller prendre un café. Voilà, j'ai le mien là-bas. Sur la data, effectivement, il y a énormément de choses qui sont faites, qui vont être développées dans les années et les saisons à venir, avec une vitesse qui est quand même... développer des outils basés sur de la data, sur de l'intelligence liée à ça, ça prend du temps. Quand on a une activité touristique saisonnière, qu'on soit hiver, été ou les deux, sachant que quand on a les deux, on a des comportements, des origines de clientèle qui sont notamment différents. Donc on travaille, on a un temps de silence en matière d'acquisition de data qui dure au moins 6 mois, quelle que soit la saison que l'on fait. À la montagne, on a une saison d'été, une saison d'hiver. Les progressions sont lentes, puisqu'on agrège de la data pendant 1 an ou 2, on sort une application une année qui est en version bêta, on regarde à comment elle a tort, comment elle a raison, et donc au bout de 4 ans, on commence à sortir des choses qui ont un usage. Donc je vais vous donner un exemple de ce que l'on est en train de faire. Souvent, quand on sort des baromètres de conjoncture, nous, on est outil de réservation, donc on est capable de vous dire ce qui s'est passé la semaine dernière, le mois dernier, par rapport à l'année dernière, par rapport à 3 ans en arrière, parce que le Covid a un impact assez négatif pour la comparaison. Donc tout ça, on est capable de le faire. Depuis 2 ans et demi, on travaille sur une extrapolation de la data pour faire du prédictif. Et quand on sait qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui essaye donc, on en parle tout le temps, de faire du yield, du revenu management. Le revenu management est toujours basé sur une vision à un instant T de ce qui se passe cette année sur en gros une montée en charge. Ça, c'est une première brique d'information. La deuxième brique d'information, c'est qu'est-ce que font les amis et les concurrents autour en matière de tarification. Et la troisième brique d'information, c'est comment s'est passé l'année dernière sur les mois comparatifs à venir. J'espère que vous me suivez, que je m'explique bien. L'idée d'avoir une brique qui serait capable de prévoir le comportement des consommateurs est une brique d'information qui est nettement plus pertinente pour pouvoir faire des choix en matière de tarification. Puisque, je vous donne juste un exemple, si vous considérez que votre remplissage va très bien, mais que vos marchés émetteurs sont en train de fondre avec un dynamisme qui est extrêmement négatif, vous seriez à 2 doigts d'augmenter vos tarifs ou de diminuer votre intermédiation, votre commercialisation par des intermédiaires, alors que les semaines qui arrivent sont des semaines qui, vous pouvez le prévoir, qui sont difficiles. Donc c'est sur quoi on est en train de travailler, et on devrait sortir une bêta version d'ici 2 mois, donc qui va éclairer nos clients, on l'espère, pour la commercialisation de l'année 2023. En version bêta, on leur dira bien de prendre toutes ces informations-là avec des pincettes. Et donc sur la saison 2024, on aura un peu plus de retour d'expérience, un peu plus d'IA, qui fera qu'on aura un périmètre un peu plus pertinent, je l'espère. On a hâte d'avoir les résultats l'année prochaine quand tu reviendras nous parler des résultats de cette application. Daniel, alors tu as déjà commencé à en parler et à le développer, mais pour toi, quelles sont les perspectives et comment la data peut permettre une autre mobilité, peut-être même plus responsable avec le temps? Donc tu as déjà des expérimentations qui sont en cours avec des vrais objectifs. Comment on voit ça?
Alors, bah, je rebondirai là sur ce qui vient de dire à l'instant. C'est vrai que le vrai sujet de la data, alors toujours pareil, hein, sous couvert de RGPD et de respecter bien sûr les données personnelles, c'est la meilleure connaissance que nous avons et comment on permet de travailler en appareil de prédictivité, hein. Vous voyez, par exemple, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, parce que derrière, on dit OK, il faut aller vers une mobilité plus responsable. Bah, nous, c'est très simple, hein, c'est prenez le lit au train. Prenez le lit au train. Donc, nous, notre défi, c'est vous faire changer vos habitudes de mobilité. Donc, il faut qu'on travaille sur les compréhensions, il faut qu'on travaille sur les freins, quelques chiffres à vous partager, mais qui sont issus de la data. Donc, c'est-à-dire comment, d'une part, on les collecte en étant tout à fait conforme RGPD, et comment, par ailleurs, elles nous nourrissent, elles nous servent pour aller encore plus vite dans l'amélioration de nos services et, quelque part, accélérer la transformation de vos changements d'habitude de mobilité. Quelques chiffres à vous partager, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'incitation avec le 1 euro. Donc là, on touche directement au pouvoir d'achat. Quelques idées reçues à vous partager, puis pour vous montrer aussi la dynamique économique. 16% des voyageurs qui ont utilisé un billet lié au train à 1 euro n'avaient jamais pris le lié au train de leur vie. Jamais. Donc déjà, vous captez immédiatement, hein, 16% de nouveaux clients. Ce qui est intéressant aussi, c'est le lien social. 40% des personnes qui ont voyagé avec cette tarification attractive et dans ce dispositif-là l'ont fait pour une visite famille. Donc c'est pas juste, bah tiens, on va à la plage, hein. L'Occitanie, c'est un territoire riche en activités touristiques, mais riche aussi en échanges humains, et on voit que c'est le premier indicateur. Et autre chiffre aussi à vous partager, c'est en quoi la mobilité a une répercussion sur toute l'activité économique d'un territoire. Et dans l'enquête que nous avons fait sur ces transformations-là, un billet moyen, normalement, c'est 8,40 €. Donc, quand vous le vendez à 1 euro, potentiellement, j'allais dire, vous perdez, entre guillemets, 7,40 € de recettes potentielles directes liées au transport. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est que font les voyageurs quand ils ont gagné 7,40 €. Et quand ils gagnent 7,40 € sur un trajet, ils dépensent en moyenne sur place entre 50 et 100 € le jour J de leur déplacement. Donc on voit bien que le rapport, il est largement supérieur par rapport à l'économie faite sur le transport. Et quand on valorise sur l'ensemble des billets vendus, hein, c'est plus de 1 million de billets vendus. Et quand on le pondère évidemment en fonction des paniers moyens des usages, hein, c'est plus de 20 millions d'euros sur un été qui est réinjecté dans l'économie locale de proximité. Donc c'est le commerçant, c'est tous les acteurs économiques qui contribuent donc à faire vivre nos territoires, hein. Donc il est évident qu'aujourd'hui, on continue à accélérer sur ces éléments-là. Et aujourd'hui, ce qu'on pense aussi derrière cette notion de responsable, hein, puisqu'on parle de mobilité responsable, c'est aussi comment il y a la tarification. Je reviens un petit peu sur le principe de la cagnotte, hein. À ce moment où on sait très bien qu'on est face à une crise énergétique majeure, un problème de pouvoir d'achat lié aussi qui va toucher tous les citoyens, cette notion de dire on vous demande un effort, on vous demande de changer vos habitudes, on vous demande certainement des fois d'aller à contre-courant de vos habitudes, hein. Faut pas oublier qu'en France, la part modale du train, elle est restée relativement flat pendant plus de 15 ans, c'est-à-dire 11% de la mobilité. Je mets la région parisienne de côté. Et là, on introduit une nouvelle notion que nous permet le numérique et que nous permet la data, c'est cette notion de plus je voyage, je paye. Et donc, cette notion de, et là, je pense que c'est une fertier made in Occitanie, hein, qui est de dire l'Occitanie est la première région d'Europe à avoir instauré dans le principe de la tarification de la mobilité cette notion de cagnotte. Et je pense que dans nos perspectives, aujourd'hui, on travaille avec la région Occitanie sur voilà, consolider cette approche-là. Le prochain défi, puisqu'on parle beaucoup de l'activité touristique, hein, qui est une activité occasionnelle, bah, il va être aussi comment on est passé d'une mobilité qu'on appelait avant quotidienne à une mobilité régulière. Le Covid est passé par là au milieu. Il faut aussi qu'on active des leviers, sachant que le point positif du télétravail, ça aussi, c'est une belle idée reçue qu'il faut chercher. Ok, les gens ne voyagent peut-être moins en semaine parce qu'ils télétravaillent davantage, mais du coup, le week-end, ils sont amenés à vouloir se déplacer et à faire des activités. Nous, tout le challenge, il est de les amener dans le lit au train et donc de les faire voyager le samedi et le dimanche pour découvrir les richesses de notre territoire. Et dans les perspectives aussi, on a un magnifique travail qu'on est en train de mener avec le CRTL, avec les équipes de Jean Pinard, qui s'appelle Railtour. Si vous tapez Railtour sur votre navigateur, vous allez voir, il y a une marque de mobilité qui a été valorisée. Alors pour cette année, c'est une valorisation pour pouvoir dire qu'est-ce que je peux faire en train quand j'arrive en Occitanie ou quand je suis en Occitanie. Donc on peut faire ça sur une journée, voire sur plusieurs journées. C'est inspiré beaucoup du Railtour suisse, c'est un copier-coller, mais je pense qu'il y a aussi une culture de la mobilité touristique qui est très forte en Suisse. Et là, on va travailler collectivement avec la région Occitanie, avec le CRTL, pour imaginer là aussi quelque chose de nouveau. C'est j'arrive en Occitanie pour une journée, pour plusieurs jours. Soit j'ai acheté un séjour global et dans votre séjour, il y aura déjà la mobilité liée au train que vous avez déjà payé et qui vous permettra à la journée
de voyager librement et simplement pour aller d'un point A à un point B découvrir les richesses, ou alors directement que vous puissiez acheter une journée, 2 journées, 3 journées de mobilité. Et là, on va faire évidemment matcher les datas, hein, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire en Occitanie. Alors, un chiffre, hein, aujourd'hui, dans le site du CRTL, il y a plus de 5000 objets touristiques référencés. Sur ces 100 000 objets touristiques référencés, on a croisé les datas, il y en a plus de 10 000 qui sont à moins de 15 minutes d'une gare. Et donc, on voit bien tout l'enjeu à la fois de la valorisation de la donnée, où on travaille à la fois sur les potentiels, on travaille sur la simplification du parcours voyageur. Et encore une fois, pour changer vos habitudes, le bénéfice immédiat, c'est plus vous allez voyager, moins vous paierez avec votre cagnotte mobilité. Alors, François, je suis un peu curieux parce que tu nous as fait un petit teasing sur ce que tu allais mettre en place pour inciter au dernier kilomètre, etc., et venir te voir, ou en tout cas pratiquer des activités de montagne. Tu peux nous parler un peu de ce genre de choses? Un projet qui est dans les tuyaux, mais qui finalement qui émane de la maturité qu'on a pu prendre depuis 25 ans où on est présent dans cette petite station. C'est qu'on va investir un nouveau local en face d'une gare, donc je veux dire à 10 mètres d'une gare, pour venir capter des gens qui pourraient venir en train pour venir dans nos fonds de vallée. Alors, comment est-ce qu'on veut les inciter ? On va essayer de les inciter par un score écologique. C'est-à-dire que nos différents séjours qui seront présentés, ils vont être classés sur plusieurs catégories dans lesquelles on prendra en compte le transport, qui aura une part écologique bien sûr très importante. On aura l'hébergement qui sera pris en compte, donc on aura des choix d'hébergement avec un impact et une démarche responsable bien identifiée, de la restauration et du loisir. Sur ces 4 critères, on va sortir un score pour notre séjour. Et donc, bien sûr, la part transport va énormément influencer dans ce score. Et ce qu'on veut, c'est qu'à terme, les gens comprennent que ce même séjour, s'ils le font en train, ils ont un meilleur score. Ce meilleur score, il sera automatiquement compensé. C'est-à-dire que dans le prix du séjour sera inclus une compensation sur un dispositif qu'on n'a pas encore complètement arrêté pour vraiment essayer d'inciter les gens à cette mobilité. La difficulté à laquelle on va probablement faire face, c'est que du départ d'une grande ville à l'arrivée dans un fin fond de station comme la nôtre et à l'organisation du séjour, il y a énormément d'acteurs qui interviennent de tailles différentes. On le voit avec un acteur comme la SNCF, et nous on a besoin de cet acteur-là qui a une gestion de ces données à une échelle macro énorme. Et au final, on a le guide de montagne qui demain part à 10h, qui propose une sortie à 10h pour un groupe. Et ce qui va être intéressant, c'est d'être capable de faire le lien entre le client qui a été identifié par la SNCF au début et qui va être incité à voyager en train. Nous, on va prendre le relais pour l'inciter et l'amener jusqu'à son activité. Voilà. Et finalement, la data, elle va nous aider là. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la solution parce qu'il va falloir qu'on se rapproche, je pense, des plus grands. Je crois qu'on a les bons contacts voilà. dans la salle aujourd'hui. Mais vraiment, la data doit nous aider dans tout le chemin du séjour du client. Et si on arrive à travailler ensemble, quelle que soit la taille des acteurs, je pense qu'on aura des vraies réponses aujourd'hui à proposer en termes d'offres touristiques. Super. Manuel, je reviens vers toi. Alors, encore avec des questions probablement différentes parce que le secteur ne s'applique pas forcément directement au sujet, mais qu'est-ce que on est sur des gens qui ont beaucoup souffert du Covid, de ces éléments-là. Est-ce que la data a apporté des solutions aujourd'hui, ou est-ce qu'on a pu voir les rebonds, analyser? Tu parlais on fait l'analyse de ce qui s'est passé, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation actuelle? Le secteur HPA n'a pas tellement souffert, à vrai dire. Donc, tant mieux pour lui. Activité de plein air, c'est ça, ouais. HPA. Puisque la première année du Covid, ils ont fait une année à peu près flat par rapport à l'année précédente, avec un début de saison catastrophique, mais une haute saison qui a été quasi exceptionnelle. L'année dernière, ils ont réussi à faire une petite progression. Quand je parle de l'année dernière, c'est donc saison 2021. Ils ont fait une petite progression par rapport à la saison de référence 2019. Et je pense que les chiffres officiels qui vont bientôt sortir vont montrer une progression de l'ordre de 20 à 24% par rapport à la saison 2019. Okay. Donc, probablement que pour le secteur HPA, cette saison sera une saison du siècle, ou en tout cas une saison de référence, qui sera difficile à battre pendant un bon petit moment. Avec 2-3 éléments qui sont quand même raccords avec le sujet.
je ne suis pas totalement hors sujet sur toutes les questions, c'est que cette progression est essentiellement due à une progression de la basse saison. Parce qu'en gros, sur les semaines du 10 juillet au 25 août, c'est difficile de faire 25%, puisqu'ils étaient déjà pleins, donc on ne peut pas faire mieux quand on est déjà plein. On est sur une offre qui est finie. Alors que la progression sur l'avant-saison, et puis on en a entendu parler absolument partout, toutes les destinations ont fait d'énormes week-ends à partir de l'ouverture de la saison d'été, que ce soit les week-ends d'avril, etc. Et donc c'est pour ça que la progression est énorme, que le panier moyen est en baisse par contre sur la saison 2022, parce que justement les paniers moyens du printemps sont plutôt bien plus faibles au séjour de haute saison par définition. Et donc l'un des enjeux qui est à mener pour la saison 2023, ce n'est pas de la data, hein, c'est de la stratégie market, c'est même de l'espérance, c'est quel va être le comportement des consommateurs au printemps prochain, sachant qu'il y a quand même un certain nombre d'incertitudes sur ce qui se passe, on va dire, pour faire large, dans le monde, que ce soit économique, que ce soit énergétique, que ce soit écologique, etc. Et je pense qu'en citant ces trois, j'ai cité les principales, mais je dois en oublier. Ce qui veut dire que comment va se passer pour nos clients, les consommateurs, comment va se passer cet hiver et dans quelle situation ils vont être, comment ils vont sanctuariser leurs vacances, parce que souvent ce budget est sanctuarisé pour beaucoup de personnes à condition de pouvoir y aller, puisque tout le monde ne part pas en vacances, il faut toujours le répéter. Et c'est à ce titre que la période de printemps et ce que globalement on appelle la basse saison est un élément clé pour les clientèles de proximité. De la même manière, l'hiver résonne aussi beaucoup et surtout en clientèle de proximité. C'est exactement le cas de la saison estivale sur tout le printemps et aussi un petit peu septembre. Voilà. Donc c'est un élément clé de réflexion. Ce n'est pas de la data pour le coup, mais pour toute l'industrie touristique, hein, c'est l'une des questions qui sera à suivre de manière extrêmement importante. Alors, et si j'extrapole et que je sors un peu plus du sujet, ça c'est pour les clientèles de proximité sur la haute saison. L'autre dimension, c'est quel sera le comportement de la clientèle française classique pour la destination Occitanie. Moi, a priori, je ne vois pas de changement macro qui vont faire qu'il y aura des éléments très nouveaux, hormis la crise économique, que je ne maîtrise pas plus que vous. Pour ce qui est des clientèles nord-européennes, c'est à peu près le même constat, à l'exception des Anglais qui sont dans une situation un peu plus grise ou aveugle que nous. Je pense que toutes les autres clientèles européennes seront au rendez-vous de la saison 2023, sauf cas de force majeure, sauf attaque, sauf tout ce que je ne sais pas. Donc ça va être la guerre des bookings si on est déjà plein avec la clientèle française et les Européens reviennent. Ça, c'est en fait c'est une tendance, ce point est intéressant, c'est une tendance alors, qui n'est pas nouvelle, mais qui redevient un peu plus prégnante. Depuis quelques années, avant le Covid, tout le monde avait le sentiment que le train de la dernière minute était, je dis ça sous couvert de notre référent SNCF, mais le train de la dernière minute était parti pour longtemps. Il s'avère que les déconfinements tardifs sur la saison 2021 et l'énorme demande sur la saison 2022 ont fait que beaucoup de clientèles se sont rendues compte qu'en réservant tard, ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Et quand on regarde les comportements de réservation sur les Pays-Bas, l'Allemagne et pas l'Angleterre cette année, il y a une progression énorme. Quand je dis énorme, c'est de l'ordre de 400% de la demande sur janvier, février, mars. Alors qui se situe plutôt sur le haut de gamme, sur le 5 étoiles. Mais ce qui veut dire que beaucoup de gens ont encore réservé en dernière minute, et là je parle à nouveau de la haute saison d'été, ils n'ont pas du tout réservé ce qu'ils voulaient, ils ne sont pas partis du tout sur les destinations qu'ils auraient choisies s'ils s'y étaient pris plus tôt. Ce qui veut dire que logiquement, il y a un renversement, c'est-à-dire que les choses se passaient de plus en plus tard, parce qu'il y avait de la place, il y avait des prix, et que donc du coup il y avait un cercle qui n'était pas vertueux pour faire du early booking. Et que s'il y a une conséquence positive du Covid, il peut y en avoir, c'est certainement que ça a renversé un certain nombre de choses et que pour la saison estivale 2023, on peut probablement tabler sur une montée un peu plus importante encore de l'early booking. C'est toujours très bien de savoir qu'on est réservé à l'avance. Daniel, je reviens vers toi parce qu'on parle de données.
Et on entend beaucoup parler en ce moment dans les informations aux 20h, etc., ou sur France Info. Bonjour à tous mes collègues sur France Info que je salue, que j'embrasse. De cyberattaques, de détournement d'informations. Alors toi, tu collectes de l'information. Enfin, quand je dis toi, c'est les applications de la SNCF et de ce que vous faites avec. Comment vous approchez ce problème de la cybersécurité et quels sont les risques qui y sont associés? J'allais dire, la chance qu'on a dans la maison, c'est que la culture de la sécurité, c'est dans notre ADN profond. Alors, elle y est historiquement sur la circulation des trains, et j'allais dire, avec l'évolution et les innovations digitales qui sont apparues, j'allais dire, cette culture-là, évidemment qu'on se l'est naturellement, et j'allais dire, aussi efficacement que pour faire circuler les trains, appliquée sur ça. Donc, j'allais dire, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment tout ceci fonctionne, mais j'allais dire, c'est important déjà que dans l'ADN d'une entreprise, on est conscient de l'enjeu de cette sécurisation de la donnée. Alors, évidemment, un enjeu direct pour la marque, pour l'entreprise, mais aussi pour nos voyageurs, pour nos clients, puisque vous imaginez demain, avec le développement qu'on évoque, avec les enjeux qu'on évoque, retrouver comme ça de la donnée sur la place publique qui pourrait partir à la vue du plus grand nombre, hein. Donc ça, évidemment, c'est un point de vigilance, c'est-à-dire qu'on est très vigilant sur déontologiquement le respect personnel de la donnée. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai qu'on parle souvent des cyberattaques, mais comment j'allais dire d'un point de vue éthique, on s'engage à ce que voilà, c'est pas l'insu de votre plein gré, et comme on dit, vous savez très bien que quand le service est gratuit, le produit c'est vous, c'est pas la culture de la maison. Nous, ces données-là, on est complètement transparent vis-à-vis de son usage, et l'usage qu'on a fait, c'est sur la meilleure connaissance voyageur. Et évidemment, on respecte à 300% la règle RGPD. Et j'allais dire, c'est un combat quotidien, hein, que mènent toutes nos équipes SI pour, j'allais dire, constamment se mettre en niveau, parce que c'est une surenchère permanente, hein, à la fois une augmentation forte des risques. On le voit actuellement avec malheureusement cette guerre en Ukraine, et puis ces risques et puis les faits divers, hein, qu'on entend régulièrement. Il en va, j'allais dire aujourd'hui dans l'image d'une marque, et il est fondamental de pouvoir être au carré sur ces sujets-là. Oui, bon, j'imagine que peut-être ça te touche un petit peu moins, François, mais à tout niveau, on réfléchit à ces données et ce qu'on en fait et qu'est-ce qui se passait si c'était hacké. Ce qui est sûr, c'est que, alors bien sûr, nous, on est beaucoup moins concernés parce qu'on traite beaucoup moins d'informations. Par contre, où on va être très, très vigilant, c'est à conserver la relation de confiance avec notre client. Et si à un moment donné, par l'intervention d'un intermédiaire X ou Y, il y avait une attaque de ce type-là, on serait aussi directement impacté et on pourrait tout à fait perdre la confiance de notre client. Donc on va y être vigilant. Il faut que nous, on soit capable de répondre à des solutions de proximité, ne pas se perdre, je dirais, dans des sphères qu'on ne maîtrise plus, même si c'est bien sûr très rapidement le cas. Mais en tout cas, on doit être vigilant parce que le nerf nous, au bout du compte, on récupère le client et c'est face à nous qu'il sera et c'est en pensant à nous qu'il fera son choix l'année d'après ou pas. Donc ça, faut être très vigilant à ça quand même. Donc on garde un œil et on s'assure qu'on fait ce qu'il faut pour que ça le reste. Pareil, Manuel, toi tu fournis des solutions de réservation, d'analyse à tous ces services de camping. Donc c'est des solutions informatiques, peut-être dans le cloud. Tes données, la protection de ce que tes clients font, secteur essentiel? La sécurisation des données, donc c'est pas quelque chose que l'on vend, mais ça doit aller avec nos produits. Donc clairement, on fait un énorme travail, y compris technique, de protection des données. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des US qui sont des bouts de développement qui sont mis sur le planning pour nettoyer des choses, parce qu'en fait l'essentiel des données, le premier travail, c'est stocker que ce dont on a besoin, anonymiser dès qu'on n'en a plus besoin, pour pouvoir faire les traitements dont je vous parlais tout à l'heure, pour faire de la prédictivité. On n'a pas besoin d'aucun point de contact, aucun point qui tombent sous la réglementation RGPD. Donc ça, c'est un premier travail. Et puis après, chose que personne ne dit, mais on achète des prestations de tests d'intrusion pour voir quels sont les points de faiblesse. Puisqu'ils agissent exactement comme peut faire un hacker. Ils travaillent jusqu'au moment où il nous dit « j'ai réussi à trouver cette porte
Et à partir de là, donc régulièrement, on fait ça. Et, et ça ne s'arrête jamais, à vrai dire. Puisque, pour comprendre, tout le monde, tous les gens ici développent dans certaines technos. Les technos deviennent plus ou moins obsolètes, où il y a d'autres technos qui sont utilisés. Donc, on oublie, on a des bouts de code qui sont dans des technos plus anciennes, et que ce qui a été sécurisé à un moment donné ne l'est plus 3 ans plus tard. Donc, en fait, la problématique de la sécurité, mais ce n'est pas le sujet exactement, est une question qui remonte en haut de la pile en permanence. Je crois que quand on parle de data, on ne peut pas le séparer de la sécurité, quoi qu'il arrive, quelles que soient ces données qui sont là. Ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, c'était intéressant parce que on a François qui parlait de récupérer les utilisateurs du train et les données. On sent qu'il y a un vrai potentiel, et je crois que Daniel, tu l'as évoqué déjà, de partenariat public-privé. Sur ces éléments-là. Tu parlais de 4000 points ou peut-être même beaucoup plus de référencés touristes. Quelle est la porte d'entrée pour un entrepreneur comme François qui souhaiterait collaborer avec la SNCF Occitanie, ici en tout cas aujourd'hui, et peut-être demain avec le réseau national qui suivra l'exemple de ce que tu fais. Comment on fait quand on est entrepreneur? Il y en a peut-être dans la salle qui ont des idées, qui veulent collaborer avec la SNCF, et quelles sont les passerelles d'accès? Alors déjà, l'union fait la force, hein, et toute SNCF que nous sommes, on a besoin de tout le monde pour réussir ces transformations et ces challenges et ces défis, hein, qui sont devant nous, hein. Donc ça aussi, faut le dire haut et fort. Souvent, on a une image de l'entreprise qui dit: «Oh là, mais c'est compliqué, je suis tout petit, ils sont très gros, comment on va faire, hein?» Ben voilà, moi j'ai une réponse, hein, c'est daniel.aubaret@sncf.fr. Aujourd'hui, on est présent partout sur tous les territoires. C'est aussi un marqueur fort de notre ADN. On l'oublie des fois, celui-ci, hein, mais on est présent partout, et on a plein d'exemples aujourd'hui qu'on peut citer, hein. On a fait plus d'une vingtaine de trains événementiels avec la région Occitanie cette année, donc avec des sites touristiques, hein. On est capable, ça s'étudie, hein, ça s'étudie évidemment avec la région. Donc chaque demande est regardée au cas par cas. Donc on peut aller jusqu'à des trains événementiels, on peut faire de la tarification combinée, on peut faire tout simplement de la visibilité, de l'échange, tout simplement de services, parce qu'on s'est rendu compte aussi que il faut qu'on soit souple et qu'on s'adapte en fonction de la taille des structures. Il y a un produit emblématique par du ski, hein, qui s'appelle Ski Rail en Occitanie, qui est un produit qui date de pas mal d'années. L'année dernière, on a battu un record. C'est vrai qu'on a eu un enneigement dans les Pyrénées exceptionnel. On a fait plus de 18 000 forfaits Ski Rail. Donc Ski Rail, c'est quoi? C'est je pars de Toulouse, je vais skier, et tout compris. C'est-à-dire mon forfait de ski, ma mobilité. Donc on continue à travailler avec les domaines skiables, hein, sur ça. Alors il y a un prérequis, hein, de tous ces offres, hein. C'est clair qu'on a beaucoup de potentiel en Occitanie, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir qu'il faut se mettre à la place du parcours voyageur, tout simplement. Si vous devez prendre un lit au train, derrière vous devez prendre une correspondance, vous devez faire plusieurs modes de transport, bah, vous diminuez par 2, par 3, voire carrément c'est pas possible de pouvoir réussir. Donc il y a des facteurs clés de succès qu'on connaît bien. Il est très simple, hein, si déjà vous êtes à moins de 15 minutes d'une gare, à pied, ça match. Ça match, c'est-à-dire que vous pouvez très bien combiner un certain nombre d'éléments, hein. Après, tout ne marche pas, et on le voit sur les domaines skiables, hein. Aujourd'hui, les stations qui fonctionnent très bien, ce sont les stations où vous êtes quasiment ski au pied quand vous partez de Toulouse. Et dès que vous avez ce qu'on appelle une rupture de charge, hein, évidemment, vous êtes amené à perdre de l'efficacité, parce que forcément, vous imaginez imaginez qu'au départ de Toulouse, hein, les gens partent avec leurs skis, leurs chaussures, hein, et tout ça dans une excellente ambiance au départ de Toulouse, hein. Donc voilà, retenez mon adresse mail. Retenez aussi que pour que ça fonctionne, mais mettez-vous à la place de l'utilisateur, c'est quasiment du sans couture. Ou alors, quand il y a une couture, bah, il faut qu'elle soit hyper fluide, hein. Bah, vous arrivez, il y a une solution de mobilité avec une correspondance, mais qui vous permet de faire le premier ou le dernier kilomètre. Et évidemment, on reste très ouvert par rapport à ça, puisque on l'a déjà développé cette année avec la région Occitanie. On va continuer à aller plus loin sur ces offres combinées, mais il est clair que le collectif et chacun d'entre nous avons un rôle à jouer dans cette transformation des comportements. Merci d'être très transparent et puis de donner ces pistes pour explorer. Alors, après ski ride, est-ce qu'on peut imaginer camping ride, partir avec sa tente et son réchaud, et Ouais. puis Bah, être sur le on chemin? réfléchit
On réfléchit à Gîtes de France Rail aujourd'hui, tiens, pour te donner une info concrète, hein. Typiquement, on l'a vu, hein, il y a des gîtes où nous ne sommes pas loin des gares. Et l'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, quand vous louez un gîte, le transport est jamais inclus dedans. C'est paradoxal d'ailleurs, hein, c'est jamais inclus. Donc, une des pistes de réflexion qu'on mène avec Gîtes de France et avec le Conseil régional du tourisme, hein, c'est quand je loue ma semaine de location en Gîte de France en Occitanie, dedans, ma mobilité est inclue. Et alors, quand je dis est inclus, c'est pour aller au gîte, mais même une fois que je suis sur le gîte, c'est le fameux rail tour que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est de dire, bah, regardez, pour X euros de plus dans la semaine, bah, toute la famille, vous allez pouvoir découvrir la région Occitanie en ligne au train. Donc c'est typiquement aujourd'hui des offres sur lesquelles on réfléchit et on travaille avec la région. Ça, c'est super intéressant. Un mot là-dessus, peut-être, Manuel, est-ce que tu intégrerais ce genre de solutions et services pour tes clients en hôtellerie de plein air? Alors moi, je ne suis pas tour opérateur, hein. Donc je ne prends pas des commissions sur le business qui se fait, donc ce n'est pas à moi de le monter. Mais très clairement, il y a des établissements de plein air, effectivement, qui sont en bordure de ville ou de village, en proximité de gare, et que c'est parfaitement envisageable. C'est même peut-être plus facile à monter qu'avec des gîtes, puisqu'on peut parler de groupes, on peut parler non pas de quelques hébergements, mais de dizaines, puisqu'il y a des parcs locatifs conséquents. Donc oui, c'est tout à fait envisageable. Je peux te donner des contacts de gens qui sont fortement intéressés et qui sont dans tous les villages dont on parle, dans les Pyrénées et partout d'ailleurs en Occitanie. Bon, ben voilà, on est là aussi pour faire des connexions. C'est le but de la mêlée sur plein d'aspects, du networking, rencontrer des gens et discuter, et à la fois aussi comprendre. On parlait de cybersécurité, il y avait un track spécifique à cet élément-là, de visite virtuelle peut-être avec en ce moment, aujourd'hui, la journée de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Je ne sais pas si François, tu auras l'occasion d'aller au VRJAM et peut-être faire la promotion des stations et de tes services et faire des combinaisons. On est là pour discuter, pour explorer et à partir de là, mettre en avant cette jolie région de l'Occitanie. Mais moi, je souhaite rappeler que je viens des États-Unis et que le Festival de la Mêlée est un festival que je perçois comme étant le festival européen du numérique. Donc, on est sur plein d'événements. Je vois que l'Occitanie est moteur de tests. C'est une région dans laquelle on aime aller chercher des solutions, essayer, se donner des objectifs comme ce que Daniel fait avec les objectifs de déplacement mobilité. Daniel, est-ce qu'il y a le Wi-Fi dans les biotrains? Alors, il n'y a pas le Wi-Fi dans le lit au train, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est pas un prérequis à la réussite. Alors, la preuve, hein, parce qu'après tout, on pourrait dire oui, mais alors tout ça, ça donne quoi? Bah, ça donne que la région Occitanie a été la première destination touristique de France cet été. La fréquentation des lits au train en France, en termes d'évolution de trafic, est la première région de France en termes d'évolution de trafic comparée à toutes les autres régions de France. Alors, vous allez voir les chiffres, hein. Évidemment, je compare par rapport à 2019, hein. On fait 44% de fréquentation en plus par rapport à l'été 2019 et on fait 38% au mois d'août par rapport au mois d'août 2019. Et il n'y a pas le Wi-Fi à bord des trains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une couverture réseau qui font que quand vous êtes sur votre smartphone, vous avez déjà l'accès à tous les dispositifs. Donc, encore une fois, je pense que l'enjeu pour moi de la transformation, il est dans la simplification de l'usage. Voilà, Apple y a très bien compris depuis pas mal de temps. C'est compliqué de faire simple. Nous, on essaie de faire simple dans les formules de mobilité, dans les bénéfices voyageurs. Et l'enjeu, il n'est pas tant d'investir partout dans du Wi-Fi, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est comment on est innovant en termes de simplification du parcours voyageur, en quoi les formules de mobilité qu'on propose créent de la valeur et du coup sont en rupture par rapport à ce qu'on connaît. C'est ce qu'on a fait par rapport à ce que je vous ai décrit. Et je pense que c'est avec ce genre de choses, plus évidemment en combinant avec tous les partenaires aujourd'hui que nous avons en Occitanie, qu'on va vraiment et durablement transformer les usages de la mobilité touristique. Bon, très bien. On a un petit peu de temps pour les questions. Je vais me tourner vers le public ici et puis en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui nous seront relayées ici. Des questions sur les différents sujets, des choses qui vous intéressent, que vous souhaiteriez explorer un peu plus? Allez-y, ne soyez pas... Voilà, je te regarde dans les yeux et je te demande, pose-nous une question. Bonjour, j'aurais aimé en savoir un peu plus éventuellement sur les sujets de prédiction et d'aide à la décision, puisque bon, ça tourne autour de la data science, je présume, et c'est assez intéressant de voir que dans le tourisme aussi, on s'oriente aussi sur la data science, quoi. La question, c'est sur la structuration, la méthodologie pour y arriver, en fait? Non, plutôt des cas d'usage, en fait.
C'est-à-dire les cas d'usage. On a parlé de la prédiction, on va dire, de la population, de l'affluence. Est-ce qu'il y a aussi des cas d'usage autour de moteurs de recommandation pour faire du upselling, des choses comme ça, quoi, en fait. Des trucs qu'on va trouver dans le e-commerce, en fait. Donc la fonction principale, elle est de dire que sur une destination, donc un opérateur hébergeur qui attend, qui cherche des prospects, donc lui, il va être positionné dans un cluster d'établissements qui ont une structuration de remplissage très similaire. Et donc des clusters, je pense qu'il y en a 10 ou 12. Et lui va pouvoir savoir, par rapport à l'ensemble de ces bassins émetteurs, il aura deux informations. La première, il aura la volumétrie par bassin émetteur qui arrive sur les semaines qui arrivent et la dynamique de cette volumétrie. Voilà. Donc le premier cas d'usage, c'est son revenu management. C'est une brique supplémentaire telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Le deuxième cas, c'est on peut ensuite connecter ça. Alors, si je ne me positionne pas par rapport à un établissement individuel, mais je me positionne par rapport à un réseau, une région, une offre d'un tour opérateur, c'est de dire qu'à un moment donné, certaines origines ont plus d'appétence pour aller sur tel ou tel type de destination. Et donc là, je renverse non pas la data, mais je renverse le point de vue émetteur de celui qui se questionne, et que du coup, je peux envisager d'avoir une connexion directe sur un CMS qui va piloter un certain nombre d'offres, de thématiques, de destinations qui sont mises en avant. Je peux faire la même chose, je peux l'appliquer sur une base CRM. Sur une base CRM, il y a des groupes de personnes qui sont générées manuellement sur la base de filtres et d'attributs qui sont posés sur chacun des points de contact. Cette base de prédictivité pourrait créer des groupes dynamiques liés au dynamisme de telle ou telle chose, et ce qui fait qu'on sortirait des cadres classiques en disant je cherche des early bookers, je cherche des familles avec des enfants en bas âge, je cherche des gens, des repeaters, etc. Et que là, on pourrait avoir des groupes beaucoup plus hétérogènes, voire même des groupes multilangues, mais qui ont a priori des éléments communs en matière de souhaits pour les semaines qui arrivent. Donc effectivement, les cas d'usage sont très importants, mais avant de les appliquer, c'est pour ça que dans un premier temps, je disais, on est sur des cycles qui sont saisonniers. Donc, le comportement du mois de janvier pour partir en vacances au mois de juillet, on l'a au mois de janvier et c'est tout. Si on veut valider un certain nombre de questions, il faudra attendre 12 mois pour avoir un deuxième jeu d'informations sur le mois de janvier qui suit. Parce que les early bookers de janvier-février n'ont pas du tout les mêmes comportements que ceux qui veulent réserver à partir d'avril ou mai, où ils partent sur de la proximité, des séjours plus courts, et après ceux qui sont en recherche d'offres de dernière minute sont plus sur le prix, sur des séjours où le panier moyen est inférieur. Donc la problématique, c'est ce cycle d'information où il y a des moments de silence, et ça s'appelle une activité saisonnière, y compris en termes de data. Voilà. Donc c'est pour ça que les cas d'usage, on sait comment on va pouvoir les multiplier, mais la réalité, c'est qu'on va être prudent. Alors c'est intéressant cette information sur la saisonnalité des data. Je pense qu'on va faire une nouvelle conférence l'année prochaine à la Mêlée Numérique. On vous réinvitera sur ces sujets. Non, voilà, faut le trademarker à l'américaine. On pense toujours, tiens, on va trademarker et puis faire des conférences là-dessus. Une autre question, mademoiselle, qu'est-ce qui vous a plu dans cette conférence ? J'ai pas de questions en particulier. En fait, je suis juste venue un peu par hasard parce que le sujet m'intéressait, mais voilà. Et non, mais en fait, je trouvais ça assez clair, surtout la manière dont vous expliquez en fait les datas par rapport à l'usage qu'on en fait, que nous, en tant que voyageurs ou que vacanciers, on en fait. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà, rien à ajouter. Non, c'est très bien. Je rebondirais sur la prédictivité. Ouais, moi je rebondirais sur la prédictivité Thomas en disant voilà, beaucoup d'humilité et sur ce sujet pour deux raisons. Hein. Un, pour faire de la bonne prédictivité, il faut déjà avoir une bonne matière première de l'historique et pouvoir du coup faire parler l'historique dans le futur. Hein. Et deuxième bémol que j'y mettrais, c'est que regardez aujourd'hui à la vitesse à laquelle nos sociétés malheureusement évoluent avec les crises, qui peut prédire aujourd'hui ce qui va se passer dans 6 mois. Donc je pense que
tout professionnel que on doit traiter ces données avec beaucoup d'humilité. Je prends un exemple très simple. Regardez, il y a encore 6 mois, nous, on faisait une étude sur l'impact positif de cette crise sanitaire avec le report, taux d'intérêt bas, les gens qui allaient vouloir habiter plus éloignés des centres-villes parce qu'ils voulaient quitter les centres-villes et du coup gagner en confort par rapport à la crise Covid. Là-dessus, vous avez la guerre en Ukraine qui éclate. Regardez aujourd'hui où en sont les taux d'intérêt. Regardez aujourd'hui où en sont les ménages. Et en l'espace de 6 mois, la direction du vent a complètement changé. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit beaucoup d'humilité dans cette approche-là, beaucoup de transparence vis-à-vis des citoyens. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que il faut que, enfin nous en tout cas, c'est notre positionnement SNCF, d'être très clair dans ce qu'on fait. Et encore une fois, se dire voilà, dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? On y travaille, mais ça reste malheureusement, au vu du contexte international actuel, quelque chose de très fragile. Oui, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. On ne sait jamais ce qui va se passer derrière. Je crois que François, tu voulais ajouter quelques éléments. Oui, je voulais rebondir un petit peu sur la prédictivité et ce qui ne peut pas se prévoir non plus. Nous, on a aussi des gros indicateurs. Une chute de neige en avant-saison, si elle tombe avant, pendant ou après les vacances de Toussaint, a un impact direct sur nos ventes. Je vais même réduire encore plus le temps. On l'appelle le nuage de 15 heures. Quand on est en station de ski, le nuage de 15 heures, c'est 100 chocolats chauds derrière pour un bar de pied de piste. Et ça, c'est pas vraiment prévisible. Alors bien sûr, les gens sont aussi connectés météo en permanence, et ils adaptent leur programme en fonction de ce que ça donne. Mais n'oublions pas que malgré toutes les datas qu'on va nous amener, il va quand même falloir rester agile, prudent. Donc ça, effectivement, il y a de la prudence à avoir. Mais pour être résilient, il faudra s'adapter au maximum aux situations extérieures. Alors, il a neigé ce week-end, non, c'est ça? Donc, c'est un bon indicateur? Le téléphone commence à bien sonner. Bon, ça, c'est très bien. Et deuxièmement, ce matin, on a animé une conférence sur la mobilité durable, mais avec d'autres acteurs. Il y en avait un qui s'appelle HD Rain, qui est une start-up toulousaine qui fait de la prédiction météo à 500 mètres près à la minute. Alors, peut-être que ça peut être l'occasion de se connecter et de discuter avec eux. Encore une fois, on est là pour échanger. Daniel, moi j'ai peut-être une dernière question. Alors, je ne suis pas de la région Occitanie, mais ce que tu fais est inspirant. Comment est-ce que dans un groupe comme la SNCF, on communique sur ces résultats? Donc là encore, on a des données maintenant et on est capable de les partager. Comment est-ce qu'on communique pour que l'ensemble du groupe en profite? Alors la particularité du transport du quotidien, c'est qu'il est piloté par les régions aujourd'hui, alors Occitanie pour nous. Donc évidemment, toutes ces expériences-là, elles sont voulues, accompagnées, partagées et poussées par notre autorité organisatrice, sur le thème exact. Donc demain, si tu veux, on est complètement nous transparents et en réseau pour communiquer sur ces choix-là. Sauf qu'au final, si tu veux, si je prends nos deux voisins, Nouvelle-Aquitaine d'un côté, Grand Sud de l'autre, c'est bien chaque région, autorité organisatrice, qui définit sa politique de mobilité. Et moi, je trouve qu'en Occitanie, on a la chance d'avoir aujourd'hui une région qui croit au ferroviaire, qui croit à la transformation durable et qui pousse dans ce sens-là. Et nous, en tant qu'opérateur, on se doit d'être au service. Par contre, demain te dire que ce modèle-là, il serait pris par toutes les régions de France, la réponse n'est pas directement dans l'opérateur SNCF. Et puis bon, vous n'êtes pas censé ignorer l'ouverture à la concurrence qui se pose. Et pour nous, c'est un marqueur différenciant vis-à-vis de nos concurrents. C'est-à-dire que quand la région Occitanie fait le choix de l'opérateur SNCF, elle a raison, parce que nous devons être plus innovants que les autres, plus à l'écoute de nos voyageurs. Et c'est une façon pour nous de nous démarquer à l'heure où on parle beaucoup de l'ouverture de la concurrence. Évidemment, tout ceci est complètement transparent. Et nous, on est fiers d'avoir été choisis par la région Occitanie. En tout cas, ça m'incitera à revenir encore chaque année au moment de la mêlée. Et pour venir, alors j'ai une empreinte carbone qui est très mauvaise puisque je suis venu en avion jusqu'à Paris. Après, j'ai pris le train, une ligne que j'affectionne, qui est la Paris-Toulouse en intercité, qui est maintenant à le Wi-Fi. Et ici, je me déplace en vélo avec Vélo Toulouse, que j'adore. Comme je ne vois pas souvent la pluie au Colorado, ce matin, j'en ai bien profité. J'étais content d'être mouillé et arrosé. Avec ça, je crois qu'on va arriver peut-être à la conclusion de nos discussions aujourd'hui. Donc peut-être un tout dernier mot, Manuel. Déjà, pour revenir à la prédictivité,
ici. Et l'autre élément, c'est qu'il y a aussi dans le rapport, peut-être que pour ouvrir et sortir de la partie data pure et numérique, je pense que le Covid a aussi impacté notre rapport au travail. Le rapport au travail impacte notre rapport au transport, aux mobilités douces. On est capable de télétravailler de chez soi, mais on est capable de télétravailler dans des lieux de vacances. On a un projet là-dessus qui s'appelle Co-Holiday, qui est en marge de C'est ouvert. Et que on parle de tourisme durable. Le tourisme durable, c'est une capacité pour des hébergeurs à accueillir du monde en dehors des périodes de haute saison. Il est là aussi, la durabilité. Et à ce titre, je pense qu'il y a encore beaucoup d'éléments à explorer et à améliorer dans les services qui sont en raccord avec les problématiques de mobilité douce. Mais très clairement, on peut envisager que, notamment en montagne, mais pas uniquement, que de pouvoir créer des week-ends de Pentecôte plus ou moins toute l'année, parce qu'on est capable de faire une extension de week-end et rentrer, au lieu de rentrer sur Toulouse le dimanche soir, en train ou en voiture, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui rentrent en voiture et qui mettent 1h30 de plus que la route normale, que la durée normale. Donc il y a d'autres choses qui vont être impactantes dans nos modes de vie de citoyens, dans nos modes de vie de travailleurs, et du coup, pour l'offre touristique, il y a des éléments importants aussi qui se mettront en œuvre, et ça, sur des clientèles a priori de proximité, en tout cas à moins d'1 heure, 1h30 de route ou de transport. Merci. François, un dernier mot de conclusion ? Ce qui est sûr, c'est que ça évolue très vite. Faire attention au fait que même si ça évolue très vite, tous nos bénéficiaires, au final, ne sont pas tous aguerris. Ils seront peut-être même plus. Alors, ça peut être paradoxal, hein, c'est-à-dire que l'utilisation du mobile, de la donnée, des données qu'on va lui donner, et ainsi de suite. Eh ben, celui qui est très agile va zapper très vite. Celui qui n'est pas agile va peut-être être plus courageux et insister. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut penser à tous les publics. On n'a pas que des gens ultra connectés. On a globalement un téléphone portable aujourd'hui qui est dans la main de tout le monde. Et il faut vraiment s'adapter aux différentes pratiques. Il faut être vigilant. Le tout numérique, oui, mais il faut faire attention à être adapter notre clientèle. S'adapter à tout le monde. Et Daniel, pareil, un petit mot de conclusion ? Moi, ça serait dans la même ligne, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du digital, du numérique. Moi, je finirais par ça en disant on n'oublie pas l'humain et on n'oublie pas nos services qu'on rend au quotidien aux voyageurs. Moi, je tiens à saluer l'importance de ce qu'il vient de souligner, hein, c'est-à-dire que la transformation passe aussi par un service de qualité et un service qui est rendu tout au long du parcours voyageur et particulièrement par nos agents, que je salue au passage, que ce soit dans une gare, que ce soit à bord des trains. Et je pense que la réussite aussi de ces transformations-là passera aussi par un service humanisé de qualité. Merci, et merci au numérique de nous permettre de t'avoir avec nous, Daniel. Donc voilà. Je vous remercie tous pour cette attention, ce public. Merci de vos interventions forcées. Et on espère que vous allez apprécier le reste du programme de la Mêlée. Il y a vraiment des choses extraordinaires à aller voir. Profitez-en. C'est un événement exceptionnel qui n'arrive qu'une fois par an. Merci à vous.